Bonsoir tout le monde. Bienvenue au troisième cours de traitement des médias. Aujourd'hui, on commence à aborder le montage vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va regarder un peu les théories du montage. On va regarder aussi le montage vidéo avec Premiere, le logiciel de Adobe. Et on va regarder les techniques de montage rudimentaires. Donc, évidemment, avant de faire du montage, c'est sûr que je ne vous donnerai pas des cours super dédiés à la théorie du montage, mais c'est quand même bon d'avoir une bonne idée de comment ça se fait un montage et à quoi ça sert. Donc, la théorie du montage, donc afin de faire du montage, il faut comprendre deux ou trois petits trucs. En commençant par un peu comprendre comment le montage est arrivé jusqu'à nos jours à l'époque du numérique, donc l'histoire du montage, un peu comprendre aussi le langage scénaristique et les règles, ainsi que le mouvement, l'animation, la continuité et le temps. Donc, dans un premier temps, parlons un peu de l'histoire du montage. Donc, pour ceux qui le savent ou qui sont assez vieux, évidemment, avant l'époque des ordinateurs et du numérique, les choses se faisaient mécaniquement. Donc, le montage initialement, le cinéma, se faisait sur pellicule. Donc, la pellicule, c'est quoi? Mais si vous n'avez jamais vu à quoi ça ressemble, on le voit un petit peu ici dans l'image à droite. C'est l'équivalent de dire une série de photos. Donc, c'est au lieu de dire juste une seule photo, c'est comme un négatif dans lequel il y avait plusieurs photos. Donc, la pellicule, si vous avez déjà regardé un ancien appareil photo avec de la pellicule, on avait finalement un ruban sur lequel il y a des cases et à chaque fois qu'on tournait la manivelle, on déplaçait une case devant l'obturateur, on prend une photo, on tourne la manivelle, on déplace une autre case et ainsi de suite. Donc, ça nous permettait de prendre plusieurs photos de suite, mais dans le cas d'un appareil du cinéma pour filmer, c'est que finalement, on répétait cette opération-là de tasser la pellicule, si on veut, vers la droite, exemple, et de prendre une photo. On le faisait avec une manivelle au départ, mécaniquement. Donc, cette manivelle-là permettait de faire bouger la pellicule et d'ouvrir l'obturateur en fonction. Et à la longue, le système s'est amélioré. Donc, ça donnait quoi? Ça donnait, quand on développait la pellicule, ça donnait quelque chose comme on voit ici dans l'image, c'est-à-dire une espèce de ruban hyper long avec des milliers de petites images qui représentent chacune qu'est-ce qui se passe à l'écran. Donc, pourquoi le montage? Au départ, évidemment, on s'est vite rendu compte que d'essayer de raconter une histoire dans un plan séquence, c'est-à-dire j'allume ma caméra, on fait tout ce qui se passe et je ferme ma caméra, ça marche avec du théâtre. Le théâtre est un exemple de linéarité où au pire, on fait attendre les gens pendant qu'on change le décor. Donc, évidemment, au début, le cinéma et le film s'est inspiré énormément du théâtre. Les techniques de scénographie du théâtre ont influencé beaucoup. Mais on s'est rendu compte à un moment donné que c'est bien beau tout ça, mais le spectateur, ça ne le tente pas, lui, d'attendre puis de voir des changements de décor. Donc, pourquoi on l'enlèverait pas? Et donc, le mot cut vient de là, c'est qu'on dit, pourquoi on ne couperait pas ce bout-là de la pellicule? Et c'est comme ça que le montage est apparu. C'est que là, on s'est dit, dans le fond, c'est plate de voir les gens changer les accessoires, changer ça. On va juste l'enlever du ruban, puis on va le recoller ensemble. Donc, ainsi commença le montage, où on regardait, comme on voit le gars ici, on regarde la pellicule, puis on dit, ah, ok, là, c'est là que ça finit, puis là, on voit les gens qui viennent changer de décor. Ok, je coupe là, je continue, ah, là, c'est les acteurs reviennent. Je coupe là, j'enlève ça, je fous ça aux poubelles, je remets les deux ensemble, je mets les deux bouts ensemble, et je mets un ruban à coller, et ça me fait mon montage. Donc, les premiers monteurs faisaient exactement ce qu'on voit ce que le gars fait à droite. C'est-à-dire qu'il regardait comme ça, image par image, la séquence, et quand il trouvait que c'était plus bon, il coupait et il recollait. Et évidemment, c'était physique, hein? Donc, il n'y avait pas de undo. En tout cas, c'était difficile de faire des undo. Ça arrivait qu'on pouvait recoller un petit bout, si mettons, on s'était trompé, mais il fallait quand même faire attention parce que si tu commences à trop découper, ça fait pas mal de bouts de collés ensemble. Donc, il faut faire attention. Mais donc, c'est comme ça que le montage a commencé. Et donc, évidemment, comme un peu plus tout, les gens faisaient ça un peu n'importe comment, au début par utilité. Puis, il y a eu des gens comme Méliès qui ont testé des idées, justement, de dire, écoute, ça me donne une liberté pour faire des effets spéciaux. Donc, je pourrais, exemple, être dans la scène, sortir, puis couper le bout où je m'en vais. Et donc, pouf, je disparais.
Donc, vous irez voir Méliès, on va peut-être y revenir un peu plus tard. Méliès qui a fait des choses assez exceptionnelles au début du cinéma, c'est vraiment le grand-père des effets spéciaux. Mais au niveau aussi de l'histoire, donc là, le montage aussi, c'est plus juste utilitaire de dire j'enlève tel petit bout pour faire des effets spéciaux, mais pour aider à comprendre et à véhiculer une histoire. Et tout de suite, quand on dit couper, on parle souvent de couper dans le temps. OK? Et donc, comment on fait pour faire, la première question, comment on fait pour faire le pont quand on coupe dans le temps pour que les gens comprennent? T'sais, parce que si je suis chez moi et que je dis ça me tente pas de leur montrer tout le bout où je suis en voiture et je m'en vais à Montréal et que je coupe ça et que tu me vois chez moi et que j'apparais à Montréal, comment est-ce que l'auditeur comprend que j'ai voyagé pour aller là? Je me suis téléporté ou donc commence à avoir des questions intéressantes. Et il y a toute une histoire derrière les Russes, mais en gros, pour résumer, quand les Russes, tout le monde faisait du cinéma au début du 20e siècle, donc les 1900 quelques, et les Russes ont eu leur révolution du communisme, et donc il y a eu plusieurs choses qui sont passées à l'interne, et il y a eu des dirigeants qui voyaient les films comme de la propagande énorme, et il y a eu beaucoup de restrictions au niveau de ça, une espèce de contrôle du contenu. Mais justement, ça fait qu'il y a eu moins de films qui se sont faits et des gens qui sont mis à étudier la signification et la symbolique des films. Et donc, il y a eu une école qui s'est finalement démarrée pour étudier le cinéma. Et donc, c'était pas pour produire des films, parce que ça, c'était trop relatif. Quel genre on veut contrôler le contenu. Mais pour étudier quel est l'impact, comment ça va, qu'est-ce que ça va avoir comme effet. Et il y a eu un certain temps où il y avait une restriction, mais que cette école-là s'est développée. Et il y a des scientifiques qui sont des gens qui ont étudié ce sujet-là, le sujet du cinéma, dont Kuleshov et Sergei Eisenstein. Et finalement, les films sont revenus par après, souvent sous la bannière, évidemment, de la promotion du communisme. Mais bon. Donc, ces Russes-là, du début du 20e siècle, ont établi beaucoup de la science derrière le montage, surtout, et comment raconter une histoire. Et donc, le cuirassé Potemkin, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est un des films classiques qui explique le montage. Et Kuleshov, on y reviendra, c'est vraiment celui qui a établi, dans le fond, ben, il y a une signification quand on fait une coupe. Donc, comment on établit ça? Donc aussi dans l'histoire du montage, ben, au début on n'intégrait que les images, il n'y avait pas de son. Et si on voulait du son, ben, on rajoutait du piano dans le cinéma ou dans la salle de projection, puis quelqu'un jouait en suivant les images à l'écran, en faisant OK, bon, ben là, tu sais, c'était une pratique et ça se faisait. Mais éventuellement, on a réussi à ajouter le son. Et donc, le son aussi, c'est devenu complexe parce que là, ben là, c'est plus la même chose parce qu'il y a un dialogue, je peux plus couper à la même place, tu sais, ou si je veux montrer une réaction de l'autre, ben, il faut que je garde le son de celui qui parle. Puis, donc, le son aussi a amené son lot de questionnements au niveau du montage. Et évidemment, ben, plus on avançait, plus on s'est mis à faire des effets spéciaux et des transitions dans le montage. Donc, Star Wars, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais Star Wars le premier, vous regarderez, il y a des espèces de transitions de soit que ça fait un rond qui ferme ou des wipes de côté ou des choses comme ça. Et c'était quand même plus complexe à faire à cette époque-là parce que on n'avait pas tout le numérique encore qui faisait tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est peanut, mais à cette époque-là, c'était plus compliqué. Et oui, évidemment, l'avènement du numérique a tout changé au niveau de la méthodologie de travail. Donc, je vous invite à aller voir l'histoire de la Russie au niveau du montage. Maintenant, évidemment, il y a un langage scénaristique et des règles, et c'est important d'aller voir un peu tout ça. Donc, je vous ai mis différents liens. Donc, vous avez un bonus scénarisation Star Wars. Si ça vous intéresse, vous irez voir. C'est assez intéressant. De mémoire comme ça, je pense que ça explique le processus qu'il y a eu derrière l'écriture de Star Wars et la réalisation de celui-ci. Donc, c'est une petite vidéo de 20 minutes, mais ça parle vraiment d'un peu comment... ah non, c'est ça. C'est très intéressant, ça. Non, ça, c'est autre chose. C'est un bonus. C'est pas essentiel. En fait, ce vidéo-là est intéressant et divertissant parce que c'est un gars qui critique Star Wars au niveau de la continuité puis de la scénarisation. Donc, c'est intéressant à écouter. C'est pas un must au niveau technique, mais c'est intéressant à écouter parce que c'est humoristique. Mais ça nous fait réaliser aussi que c'est important quand tu écris un scénario et que tu fais un film et que tu fais un montage, que ça se tienne. Et des fois, on peut tomber dans des erreurs scénaristiques et ça peut mener à des confusions. Donc, sinon, vous avez ici un petit blog qui parle de comment communiquer une histoire, une émotion, parce qu'il y a ça, quand on fait un scénario et qu'on fait un montage, ben il y a souvent une histoire derrière, c'est pas juste donc c'est pas juste des images une après l'autre.
Donc, vous allez voir ça. Il y a des bons conseils sur, tu sais, si ça vous intéresse en tout cas, des bons conseils sur des méthodes pour faire des montages et raconter une histoire. Et il y a des vidéos très humoristiques aussi et qui font prendre conscience, comme Minus Williams, si vous écoutez, c'est important. C'est intéressant de voir à quel point la musique change tout. Donc aussi des petites vidéos qui parlent en français de la valeur des plans, des cadrages et des plans. Donc c'est un langage scénaristique, ça va vous expliquer c'est quoi un gros plan, un plan moyen et tout ça, la valeur des plans et qu'est-ce que ça suggère. Donc c'est des vidéos en général pas super longues, 5 minutes, je vous recommande de les écouter. Cela est très très drôle, l'importance de la musique, c'est une vidéo de Star Wars mais ils ont enlevé la musique. Donc pour vous montrer à quel point la musique peut tout changer dans l'ambiance d'une scène. Et complètement changer l'ambiance. Donc, le montage est surtout l'art de choisir les bons plans et de bien les agencer et de couper au bon moment dans l'action, dans le bon rythme. Alright, le temps, le mouvement et la continuité. Donc, l'effet Kuleshov, si vous regardez ici, je vais cliquer dessus. Ça, c'est expliqué. Je vais vous montrer un court extrait. Vous devriez aller le voir quand même. C'est juste long à loader, je m'en excuse. Donc, voilà, il nous parle de ça. Qu'est-ce que l'effet Kuleshov? Pour ça, on se dirige directement en ex-URSS. Alors, on est en 1917, à la fin de la révolution russe, et faut s'imaginer que tout le monde est communiste, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Parlons maintenant des cinéastes russes à cette époque. Je parle pour ceux qui sont restés parce que la plupart ont pris leurs jambes à leur cou. Alors faut savoir qu'ils pouvaient presque plus réaliser de films parce qu'entre la première guerre mondiale et la révolution russe, il n'y avait plus grand chose niveau argent, tout était cassé, endommagé, le gros bordel quoi. En plus de ça, comme je l'ai dit juste avant, parce que tous les artistes se sont barrés du pays, du coup il restait plus grand monde pour faire des films. Le peu de réalisateurs pro-soviétiques qui sont restés se sont mis à étudier les films à défaut de les réaliser. Ils se sont mis à disséquer les films, littéralement parce que je vous rappelle qu'à l'époque c'était des bobines, et se sont posés de nombreuses questions sur l'angle des caméras, la composition des plans et le montage. Quelques années après, en 1919, Lénine disait « Le cinéma est de tous les arts le plus important » et nationalisa toutes les productions de films du pays avec une petite idée derrière la tête de propagande. Il créa au passage la première école de cinéma au monde, la VGIK, l'Institut National de la Cinématographie. Et c'est à partir des années 20 qu'il y a les premières grosses études sur le montage. Avant cette période, c'était un petit peu un collage raisonné des plans, et à la suite de ces études, c'est devenu une vraie science. Et c'est de cette manière qu'on arrive à parler du premier réalisateur de cette série vidéo. Bon, excusez pour la pause. Kuleshov, c'est un jeune professeur de l'école VGIK et il va mener avec ses élèves une expérience où il va y laisser son nom, et c'est l'effet Kuleshov. Pour le résumer, il faut penser qu'une image toute seule avec un sens propre peut en avoir un tout autre avec une succession d'images à la suite. Et tout ça parce que ton cerveau il va réaliser un biais cognitif pour associer toutes ces images entre elles et leur donner un sens. Du coup, pour imager l'expérience, on va la refaire ensemble. Alors d'abord, pour cet effet, il faut que l'acteur ait un visage inexpressif. Et puis il faut rajouter des plans qui n'ont rien à voir. Je rajoute une femme en bikini et là on a presque l'impression que je la désire. Au deuxième on met un gros foot porn et là on a carrément l'impression que je crève la dalle. Et pour le dernier on a qu'à mettre la mort du père de Simba. Alors là j'ai l'air tout triste. Du coup ce que j'ai voulu montrer, enfin surtout Kuleshov, c'est que le montage c'est pas seulement additionner les plans entre eux mais qu'il faut leur donner une logique et que le spectateur puisse la comprendre. Bon, pour vous faire plaisir je vais approfondir cet exemple en prenant une scène d'Harry Potter. Mais que se passe-t-il donc? Eh oui, c'est Voldemort. Du coup, on arrive à ressentir clairement que Harry il est en danger et qu'il angoisse. Mais si on change le plan de Voldemort par un autre plan, là ça va complètement être différent. Prenons par exemple un plan avec Ginny. Du coup là on fait arriver Harry en face de Ginny et on pourrait presque ressentir de l'amour et de la tétanie face à la femme qu'il aime. Enfin voilà, c'est assez simple l'effet Kuleshov. Mais il faut savoir qu'il n'a pas fait qu'une seule étude, il a aussi mis le doigt sur la géographie artificielle ou géographie créative. La géographie créative ou géographie artificielle démontre qu'il n'y a pas besoin de tourner tout au même endroit dans un tournage, mais que le spectateur se laissera duper par la magie du montage. Par exemple, dans la série Sense8 des Wachowski, il y a des personnages sur tous les continents, mais certaines scènes semblent se passer au même moment, alors qu'il était impossible d'être à un endroit et à un autre avec tous les acteurs. Du coup, la géographie... Donc voilà, je vais arrêter ça, vous écoutez le reste si vous êtes intéressé. Mais très intéressant de connaître un peu l'histoire de tout ça en arrière de tout ça. Donc, la continuité aussi, je vous ai mis un lien. Donc, la continuité, ben, c'est tout simplement justement d'essayer d'assurer dans la suite des plans, si on veut, une signification. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc, dans ce vidéo-là, vous écouterez, on en parle plus en détail.
Et on parle un peu des différentes méthodes pour assurer ce suivi-là dans le mouvement, de la continuité dans le mouvement ou dans d'autres choses, mais il faut savoir où couper pour que ça fasse du sens, ou que ça ait du sens. La durée des plans aussi, ça amène une toute autre saveur, la durée. Si un montage rapide n'aura pas la même saveur qu'un montage lent, quand j'enchaîne des plans rapidement, ben, ça va donner un effet un petit peu plus d'action ou de stress ou de désorientation. Un plan continu qui est très long, ben, va peut-être ennuyer l'auditeur ou donner l'impression de lourdeur. Il y a la vitesse de l'action aussi dans le vidéo, dans l'image elle-même. Donc ça aussi, ça change quelque chose. Et comment on assure la continuité avec ça. Voilà pour la théorie. Comme je vous dis, je vous laisse. Je ne vais pas toutes les regarder avec vous, là, ça donne un peu rien. En classe, on les aurait écoutés ensemble, mais là, je vous laisse les écouter de votre côté. Et donc, on va aller directement dans Premiere et on va créer un peu ce qui est la base de Premiere. Donc, en premier temps, on va créer un nouveau projet. On va regarder un peu l'interface, comment elle fonctionne. On va importer des médias et on va créer une séquence en utilisant du métrage déjà existant. Donc, quand on ouvre Premiere, on arrive évidemment, comme d'habitude, dans Adobe avec les espèces de mêmes menus. Donc, dans Premiere, il faut savoir qu'il faut travailler dans des projets parce que les contenants des projets vont permettre de faire des sauvegardes et d'avoir nos sources. Donc, on va faire un New Project. Donc, quand je fais un New Project, ça va m'amener un petit panneau comme ça. L'important, c'est évidemment d'y donner un nom. Donc, je vais donner Courtois et lui donner un emplacement. Donc, là, je vais créer sur mon desktop pour ce cas-ci, pour mon exemple, je vais me créer un dossier temporaire. Mais pour vous, créer quelque chose dans vos répertoires que vous allez pouvoir retrouver, que vous allez pouvoir backuper. Et donc là, vous allez voir qu'il y a différentes options. Après, en général, on ne touchera pas trop à ça. On va laisser pas mal ce que c'est. Donc, le renderer, ça va utiliser votre GPU. Donc, vous le laissez à votre GPU, c'est important. C'est votre carte graphique. Le display format, on peut le changer. C'est dans le fond comment il va vous montrer le temps. Dans votre barre de temps. Donc, vous vous souvenez dans Animate, il y avait une barre de temps, une timeline. C'est le même principe, sauf que là, on peut dire, on veut-tu être en timecode, ou on veut être en frame, ou on veut être en feed plus frame. Donc, feed plus frame, on n'utilisera probablement jamais ça. C'est une convention du temps de la pellicule, justement, parce qu'on peut dire 30 pieds, ça équivaut à tant de temps. On va se servir souvent du timecode, parce que le timecode va nous dire les heures, les minutes, les secondes, puis les frames. Mais si on travaille aussi sur des petits projets courts, des fois, ou du 3D, des choses comme ça, on peut travailler en frame. Ça va dire juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les nombres de frames. Audio sample, on va laisser ça ici, mais encore là, on pourrait changer à millisecondes. Et le capture format, ça, c'est si vous avez une caméra que vous allez brancher dans votre Premiere, dans votre ordinateur, que vous allez faire de la capture, ça va être capturé en quel format. Mais encore là, en général, on ne travaillera pas avec ça. Petit détail important, regardez vos scratch disks, parce que là, c'est là qu'il va utiliser, c'est cet emplacement-là qu'il va utiliser pour les fichiers temporaires. Donc, quand vous allez capturer ou faire des previews ou des renders ou toutes sortes de choses comme ça, il va utiliser ces dossiers-là. Donc, si vous avez un SSD dans le C et que vous avez un gros disque dur de médias dans le D, vous êtes mieux d'utiliser votre D. Moi, je vais mettre Same as Project, mais vous pourriez mettre Custom. Ingest Setting, on ne touche pas à ça, et c'est beau. Donc là, il va me créer ça sur mon desktop, mais mon scratch disk va être à la même place que mon projet sur le desktop, et je vais faire OK. Donc voilà, et là, ça va ouvrir un nouveau projet éventuellement. Ouais, ça sera pas long, ça load. Et donc là, on va voir un petit peu comment l'interface comment elle fonctionne un peu l'interface de Premiere. Donc voilà, donc une fois que ça a loadé, si vous êtes dans le Learning, vous allez avoir cette interface-là. Et donc, vous avez des accès rapides à différentes interfaces pour différents travails. OK? Donc, en Learning, ce qui est le fun, c'est que vous cliquez là-dessus et vous avez des tutoriels à gauche. Mais pour le besoin de la cause aujourd'hui, on va aller dans Editing pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, l'interface en général, une fois qu'on a ouvert un projet comme ça, on a ici le choix d'interface en haut. Et évidemment, on a tous nos menus en haut typiques de Photoshop ou de Adobe, peu importe le produit. Donc, on a tous nos petits menus ici. Et comme d'habitude, si on va ici, on a nos Workspace. Et on voit qu'on a les mêmes qu'ici, Audio, Library et tout ça. Et évidemment, on a nos fenêtres. Donc, on peut customiser, on peut ajuster aux besoins si on veut certaines fenêtres ou pas.
Sinon, on a notre interface en général qui va se composer à peu près toujours la même chose. Donc, on va avoir une fenêtre projet. Donc, la fenêtre projet, c'est là où on va mettre nos sources et nos fichiers de travail. On va avoir au moins un viewport, une place où on va voir le résultat. Dans ce cas-ci, on en a deux parce qu'en mode montage, on veut voir nos sources et notre résultat. OK? Et donc, ça, c'est la même chose que la vue de travail dans des autres projets d'animation qu'on a fait l'année passée ou même dans Photoshop. Donc, on pourrait dire que c'est un petit peu ton canevas. Pardon. Donc, ensuite, en dessous, on a le timeline. Donc, ça va être là où on va faire notre montage. Donc, c'est notre temps. Et on a un petit moniteur de son ici à droite. Et on a des outils ici au centre. Donc, évidemment, comme je vous dis, si vous cliquez sur autre chose, ça change de place. Si vous êtes en mode effet, ça ne sera plus pareil non plus. Donc, là, ça dépend de ce que vous avez fait. Mais comme je vous dis, pour l'instant, on va aller en mode editing. Donc, quand on travaille avec Premiere ou After Effects ou tous ces logiciels-là, il faut savoir que ce qu'on va ajouter au projet ne sera pas sauvegardé quand on sauvegarde le projet de Premiere. Premiere va sauvegarder tout ce que vous faites dans Premiere, mais il ne sauvegardera pas vos sources. Vos sources vont être séparées. Donc, évidemment, ça peut entraîner des problèmes. Il faut bien comprendre ça. C'est le même principe que quand vous faites un site web HTML, mais vous avez un dossier image. Donc, HTML, c'est le fichier qu'on va ouvrir sur le browser pour accéder à nos fonctions et tout ça. Donc, dans le fichier HTML, il va dire, ben, ouvre telle image, fais un iframe là, fais ci, fais ça. OK? Donc, le fichier qu'on sauvegarde de Premiere, c'est un peu la même chose. Il va dire, ben, mets telle vidéo là, fais ci, fais ça. Mais il ne gardera pas en mémoire dans la sauvegarde les images. La même chose que quand vous ouvrez votre HTML, ben, vous n'avez pas des images dedans. Vos images sont à l'extérieur dans un autre dossier. Donc, si vous copiez juste, mettons, vous me dites, ah, regarde mon site, Alex, avant que je le publie, et vous m'envoyez juste le fichier HTML, je vais l'ouvrir, ça ne marchera pas. Il faut que tu inclues aussi tes images et tes sources. C'est le même principe pour Premiere. Si tu m'envoies juste ton projet Premiere et que tu n'inclus pas tes sources, ben, ça ne marchera pas. OK? Donc, il faut garder ça en tête. Et donc, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller chercher des sources. Donc, moi, j'en ai ici, je vais aller en chercher. Donc, j'ai différentes vidéos. Et donc là, pour le projet, vous irez chercher, je vais vous donner un lien dans pas long, mais vous irez chercher des vidéos sur ce qu'on appelle un... Voyons, j'ai un blanc. Du stock footage. Donc, il y a des sites qui ont du stock footage. Donc, vous pouvez trouver des vidéos déjà existantes, des images déjà existantes et les ajouter à votre projet. Donc, moi, je vais y aller directement avec mon dossier ici et je vais remettre Premiere en full screen. Et ce que je vais faire là, donc, vous voyez, c'est dans un dossier à l'autre bout du monde. Donc, en général, ce que vous voulez faire, moi, ce que je vous recommande quand même, c'est de prendre les différents fichiers que vous allez utiliser, OK, et d'aller les copier comme ça et de les mettre dans votre projet. Donc là, moi, je l'ai mis sur mon desktop. J'ai mon temp. Et moi, généralement, ce que je fais, c'est que je me crée un folder que j'appelle sources, dans lequel je vais mettre mes sources. Je mets ensuite généralement un dossier sauvegarde, dans lequel je vais mettre mes sauvegardes de Premiere. Et finalement, je fais un dossier sortie. Donc, sauvegarde, source et sortie. Et sortie, ça va être quand je vais faire des vidéos, quand je vais les publier. Donc, je vais aller dans mes sources ici. Vous allez voir ce qui arrive, c'est que je peux les importer de cette façon, tout simplement en les sélectionnant et en les drag and droppant dans mon projet. Donc, en les glissant dans mon projet. Et comme vous voyez ici, boum, elles sont apparues. Donc là, c'est en forme liste. Si on regarde ici, il y a différentes options en bas. Je pourrais les mettre en forme vue. Je pourrais les mettre aussi en freeform et grandir évidemment ou pas, agrandir ou rapetisser la zone. Okay? Donc là, c'est à vous de voir comment vous préférez travailler. Chacun a leur avantage. Moi, je travaille souvent en liste parce que ça me permet d'en voir plus. Mais si vous n'avez pas une bonne mémoire de ce qu'il y a dans vos différentes vidéos, ben, vous pouvez utiliser le View Icon ou Freeform. C'est très pratique. Et vous pouvez tout... on reviendra à ça, mais en tout cas, je ne vais pas aller trop vite pour vous mélanger. Donc bref, vous avez tous ces accès-là et vous les voyez ici. Donc là, je vois que c'est dans mon projet Cours 3, j'ai tous ces liens-là des sources. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes sources? Bien, évidemment, je vais les faire un montage avec, mais avant qu'il y ait un problème, je vais faire un save as et je vais incrémenter ma sauvegarde pour ne pas perdre de trucs. Et là, je ne l'ai pas mis à la bonne place, comme vous avez vu. Je l'ai sauvegardé ici quand j'aurais dû la mettre dans sauvegarde. Bon. Donc là, je veux faire un montage. Bien évidemment, avant de faire un montage, je pourrais dire, ah, ben, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Si je double-clique dessus, ça l'ouvre dans ce qu'on appelle les sources.
OK? Donc, plutôt, ils appellent ça, ouais, c'est ça, les sources. Donc, source, ça veut dire quoi? C'est que je regarde ma source en ce moment. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Vous voyez que si je suis en mode icône, comme ça, j'ai une petite barre en dessous. Et je peux la déplacer pour voir un peu ce qu'il y a dans mon métrage. OK? Si je vais en mode freeform, je pense que tu peux juste passer ta souris au-dessus. Ouais, c'est ça. Et il va te le montrer. Mais en mode icône, il faut aller cliquer et déplacer, je pense. Ou juste hover. Et oui, en hover, ça marche aussi. Bon. Fait que ça vous donne une idée de ce qu'il y a dedans. Mais si vous voulez voir en plus gros, vous pouvez faire double-clic et ça va l'ouvrir dans vos sources. Donc là, ici, vous voyez, il y a la source, il y a le timeline ici. Ça, c'est le temps. C'est ce qu'on appelle un timecode. Les premières 00, c'est les heures. 0, 0, 0, après les deux petits points, c'est les minutes. Après les deux petits points, c'est 43 secondes. Et après les autres petits points, c'est 18 frames. Donc ça, c'est le temps à lequel je me situe. Donc vous voyez ici, je vais au début, j'étais à 0, 0, 0. Et si je glisse dans le temps, on voit que le métrage, on voit le vidéo du métrage. Et on voit que la position du playback augmente. Et le temps, évidemment, on n'est plus à la même place. Donc, je peux me promener comme ça dans le temps de ma séquence. Le total de la durée, 43 secondes, 27 frames. Et donc, je peux voir l'entité de ma séquence. Bon, maintenant, je veux faire un montage. Donc, comment je vais faire un montage? Bien, il faut que je me fasse une première séquence, justement. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Mais la plus simple, vous en avez deux, c'est de cliquer ici et de faire séquence. Et là, il va vous demander quel type de séquence vous voulez. Donc là, vous pourriez aller dans HDV, 1080p ou bon 30 ou quelque chose dans le genre, ok, ou essayer de trouver ce que vous avez besoin. Mais en général, c'est HDV, 1080-30 ou 1080, ouais, c'est ça, celle-là, 1080p 30, progressif 30. Mais vous pouvez aussi aller regarder une vidéo. Fait que là, je vais aller en mode détail comme ça ici. Et vous voyez qu'il y en a en 25 frames par seconde, il y en a en 29, puis il y en a à 30. Par exemple, je pourrais regarder cela et dire, OK, ben, je veux voir les propriétés. Et il va me dire, ah, il est 1920 par 1080 à 30 frames par seconde. Fait que je pourrais dire, ben, je veux me servir de ce vidéo-là, de ce métrage-là, parce que les propriétés sont correctes. Donc, je vais me servir de ça pour créer une séquence. Et donc là, je peux glisser en bas et ça va me créer une séquence basée sur ce vidéo-là. Et donc, si on regarde c'était quoi le vidéo, Homework ici, je double-clique dessus et on voit que c'est cette vidéo-là. Et donc, maintenant, si je vais dans ma séquence à droite, vous allez voir que la séquence n'est pas identifiée de la même façon. Ici, c'est une icône différente que ceux-là. Ceux-là, c'est des icônes de pellicule avec un petit... Il y en a qui ont du son aussi. Donc, c'est juste une petite pellicule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une séquence, c'est une vidéo. S'il y a une petite pellicule avec une petite waveform verte, ça veut dire que c'est une vidéo avec du son. Et s'il y a plusieurs petites lignes comme ça avec une ligne verticale, c'est une séquence. Donc, si je double-clique sur ma séquence, elle va s'ouvrir ici. Si je la ferme, vous allez voir, je vais double-cliquer. Elle s'ouvre ici. Et dedans, on peut voir une ligne, une barre. Et cette barre-là représente quoi? Mais elle représente la séquence vidéo qui est ici, la source vidéo qui est là. Okay, elle a été mise dedans automatiquement parce que je l'ai draguée pour créer ma nouvelle séquence. Je ne suis pas obligé de la garder. Je pourrais la supprimer. Et je pourrais renommer même ma séquence ici cours 3. Donc, vous pouvez tout renommer, il n'y a pas de problème. Donc, je vais retourner en mode icône. Et là, le but, c'est de créer une séquence de montage. Donc, comment je fais ça? Ben là, j'ai une petite histoire à raconter. Ma petite histoire, c'est quoi? Ben, c'est une fille qui travaille à son bureau et elle tape sur son clavier frénétiquement. Et je pourrais aller après ça qu'elle pense à son café et finalement, elle va boire un café sur le bord du lac. Ou je pourrais faire que c'est l'histoire d'une fille qui est devant son travail, son clavier. Elle tape au clavier et son chien la regarde et fait comme hey, « je m'ennuie, moi ». Et finalement, elle va promener le chien. Bon, ou lui, il rêve à ça. Bon, on peut faire différentes histoires. Donc, pour faire mon montage, ben, je peux y aller très visuellement. Je peux drag and dropper ma séquence et je peux venir dire, ben, OK, moi, je veux garder le bout où elle tape un peu à la fin. Puis je veux que ça dure 2 secondes. Donc, mettons, elle tape ici. Là. Bon, on va faire une transition quand elle tape. Et je vais revenir un petit peu en arrière. Et là, je peux faire plusieurs choses pour ajuster la durée. Je peux aller au bout de chaque séquence, tirer et ramener comme ça. Et donc, vous voyez, j'ai réduit la durée. Et je peux aller jusqu'à où je veux le voir, comme ça, et réduire la durée de la fin. Oups, voilà. Et ça va snapper automatiquement sur mon curseur. Donc voilà, j'ai une durée de
5 secondes à peu près pour cette piste-là. Je vais faire play. On regarde le résultat. Alright. C'est un peu long. Fait que, encore là, je pourrais ajuster, ramener ça au début, puis dire, ben, je veux que ça dure 2 secondes. Donc, je vais aller ici à 2 secondes et je vais enlever le 18. Et je vais faire Enter. Et je vais étirer pour que ça fasse 2 secondes. OK? Donc, ça, c'est la première façon de faire de l'édition de séquence. Mais l'autre façon, c'est d'aller ici et de mettre sa source. Donc, je double-clique, elle est là. Et de regarder sa source et de dire, ouais, moi, je veux vraiment que ça coupe ici. Juste après qu'elle a tapoché dessus, là. Et donc là, c'est le moment où je veux que ça finisse. Je vais aller mettre en dessous un go to, pas go to out, excusez. Je vais mettre un out, mark out ici. Donc, vous voyez, ça a mis une marque de fin. Et je vais reculer, je vais dire, ben, je voudrais que ça commence quand tu regardes l'écran. Donc, je vais faire une marque de début, mark in. Et vous voyez que j'ai une marque qui me dit quelle va être la partie de ma source que je vais utiliser. Et une fois que je suis content, ben, je peux placer mon curseur dans ma séquence et je peux dire, ben, garde, viens déposer cette sélection-là dans ma séquence. Donc, ça va la déposer où? Ben, ça va la déposer dans la track Source Patching for Inserts and Overwrite. Donc, je pourrais changer de place. Et donc, ça va déterminer quelle piste va être utilisée dans ma séquence pour être insérée, pour que ma source soit insérée. Donc, j'ai deux petits boutons en dessous. Je pourrais dire insère ou overwrite. Insérer, on va voir un petit peu ce que ça fait plus tard, c'est que ça va couper le métrage qui est déjà existant et ça va l'insérer. Je vous donne un exemple. Bon, tiens, on va le voir là tout de suite. Là, tu vois, lui, il n'est pas dans la même vitesse. Donc, je vais dire change. Le clip does not match, je sais quoi ce setting. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il est peut-être à 25 images par seconde. Donc, il me demande, est-ce que tu veux qu'on change pour que ça matche? Je vais dire oui. OK. Donc, j'ai la séquence du chien qui est là. Et si je veux insérer la séquence de la fille entre les deux, je vais utiliser le bouton Insert. Et vous allez voir, ça coupe et ça l'insère. Si je ne veux pas l'insérer par-dessus, je vais utiliser Overwrite. Le problème avec Overwrite, c'est que vous choisissez une nouvelle piste. Donc, si vous ne voulez pas effacer l'autre. Oups, pardon. Donc, ce que je veux dire par là, la différence, dans le fond, regardez bien la différence. Je vais le laisser dans la même. Là. Si je fais Insert, ça coupe et ça tasse. Vous avez vu, là, elle dure plus longtemps. Regardez, là, ça tasse ce qui reste. Tandis que si je fais Overwrite, ça ne va pas couper et tasser, ça va écrire par-dessus. Vous voyez, ça a écrit par-dessus, donc ça n'a pas changé la durée totale. Donc, ça a remplacé une partie du métrage du chien par la fille à son clavier. Tandis que dans l'autre situation où je fais un Insert, ça tasse le chien et donc l'action va continuer exactement où on l'a laissé. Vous voyez, c'est le même chien ici que là. Donc, ça dépend encore là de ce que vous voulez faire. Différentes situations. Des fois, on veut overwriter. Des fois, on veut tasser et insérer. Donc, une autre chose qui est le fun que je vous suggère de faire, c'est jamais de le faire directement sur la piste. Donc, choisissez une autre piste avec ça ici en choisissant votre patching and insert. Et vous faites le bouton et vous allez voir que ça va le mettre dans l'autre piste. Et ça, c'est comme des layers. Pensez-y un peu comme des layers. Si c'est au-dessus, ça va prendre la priorité. Donc, vous voyez ici, là, on passe encore la fille au clavier et on retourne au chien. Et je pourrais éditer, tasser ça ici et vous allez voir qu'on va voir quand même la fille parce qu'elle est par-dessus. OK? Donc, je vais revenir à mon idée du départ. Donc là, je voulais faire quoi? Je voulais insérer la fille qui est devant son ordinateur. Donc, je vais l'insérer au début. Et là, je voulais ensuite de ça couper à son clavier. Donc, je vais aller à son clavier qui tapoche. Donc, on va essayer de trouver un petit bout où ce qu'elle tapoche qui est intéressant et que ses mains rentrent dans l'image. Bon, tiens, là. Parfait. Je le mets au début, insert ici. Et juste l'avoir tapoché peut-être un 2 secondes. Et je veux que ça arrête là. Donc, encore là, j'ai sélectionné. Je veux la mettre après. Je vais venir choisir une autre piste. Et je vais faire, dans ce cas-ci, Insert ou Override. Ça ne change rien. Il n'y a rien déjà qui est existant. OK? Donc, voilà. On passe d'un à l'autre. Mais là, je pourrais dire, ouais, mais je veux revenir à la fille puis je veux que ça fasse du sens. Donc, ça aurait été un bon exemple de allonger ça. Comme ça. OK? Et justement, de dire, ben, OK, quand j'arrive à... J'avais dit 3 secondes. Bon, quand j'arrive au point où elle tapoche,
ici. Bon, là, je vais faire une coupe à ça. Donc, je vais faire insert, et ça va tasser l'autre, et ça va le mettre. Et maintenant, je vais aller de la fille à son tapochage, à la fille qui finit son truc. OK? Donc là, je vais peut-être rapetisser un peu la fin. Je vais l'arrêter à 6 secondes. En passant, les flèches sur votre clavier permettent d'avancer et de reculer. Il manque un outil. Vous voyez pas ce que je tape, on dirait? C'est là pourtant. On va regarder, peut-être ça va marcher. Là. Non, pourquoi ça fonctionne pas? Bon, en tout cas, j'utilise mes flèches. Je comprends pas ce qui marche pas. Mais j'utilise mes flèches présentement pour dire avance, recule. Donc, vous pouvez aller choisir le bon frame. Et là, je voudrais couper ici. Donc, encore là, je peux ramener comme ça. Je peux utiliser, sinon, le razor. Vous sélectionnez le rasoir et vous pouvez aller couper avec le rasoir. Donc, vous pouvez couper n'importe où. Et sinon, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-K en sélectionnant, comme ça, CTRL-K. Et CTRL-K, ça va couper où le curseur de temps se trouve. Et donc, j'ai pas besoin de ça. Je le supprime. Donc, super, je passe de la fille à l'ordinateur à la fille. Et là, je veux voir son café. Fait que je vais aller choisir le café. Et je vais dire, OK, on veut voir une petite partie où il y a de la boucane qui sort. Bon, ici, fait que je vais mettre une entrée. Je veux pas que ça dure longtemps, comme ça. Et là, je vais aller l'insérer après. Comme ça. Donc, parfait. Puis là, on veut terminer avec elle sur le bord de l'eau qui boit une gorgée de son café. Voilà. Je mets mon mark in. Je mets mon mark out. Et je l'ajoute à la suite. Donc voilà, si je fais play. Bon, là, le plan-là, il marche moyen parce que on dirait que la tasse à café ne fit pas. Mais bon, ça peut fonctionner aussi. C'est pas dramatique, là, le but, c'est juste un exercice. Donc, on va faire le truc du chien à la place. Donc, je vais prendre un bout où il regarde vers elle. Ah, ici. On va faire un insert de là à là. Comme ça. On va l'ajouter. Boum. Et je vais rajouter le rêve du chien ou la réalisation du chien. Bon, voilà. Fait que, oups, je vois, j'ai un petit artefact ici, je fais delete pour l'enlever. Voilà, c'est tout. Donc, je vais faire encore un file save. Ça bug, ça sera pas long. Juste à regarder pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe avec mon Dieu, ça veut pas. Donc, File, Save As, et je vais aller dans Sauvegarde, et je vais l'amener, et je vais l'appeler S2. Voilà. Bon, fait que donc, vous avez appris à créer un nouveau projet, vous avez un petit lien ici, l'interface générale, importer les médias, créer une séquence, utiliser du métrage existant, et ajouter du métrage. Donc, votre devoir, vous allez aller sur https://pixabay.com videos, un autre site où vous pouvez trouver du free video stock footage. Donc, c'est quoi si on clique là-dessus? Oups, il veut pas. Bon, en tout cas, vous irez voir pixabay.com, c'est du free video stock footage. Donc, en général, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous pouvez télécharger du footage, donc des séquences gratuites, qui se trouve sur les sites, des sites comme ça. Donc, je vais essayer de voir si ça marche. C'était quoi le nom? Pixabay. Donc, Pixabay, blablabla. Fait que c'est ça. Donc, vous allez là et vous allez trouver des images et des vidéos. Donc, si je clique sur vidéo,
voyez, il y a toutes sortes de vidéos. Donc, vous allez là, puis trouver des petites vidéos, puis vous construisez une petite histoire. Vous les téléchargez, c'est pas compliqué, vous cliquez dessus, Free Download. Essayez de tout avoir en 1920 par 1080 pour le but de l'exercice. Et vous téléchargez ça, et vous faites au moins 5 séquences que vous trouvez, 5 vidéos, et dans le but d'en faire un montage, et vous importez le métrage dans Premiere, vous créez une séquence Full HD, et assurez-vous... Oh ben là, non, ça on s'en fout. Donc, je vais vous montrer une dernière petite chose. Une fois que vous avez terminé votre montage, si vous voulez l'exporter, donc je sais que ça c'est mon petit montage, je vais exporter, vous allez en haut dans File, et vous allez dans Export, et vous allez dans Media, c'est CTRL-M. Ça va vous amener un panneau comme ça, et vous allez choisir les différentes options pour votre vidéo. Donc, vous allez choisir H264, vous allez choisir comme sortie YouTube 1080, ici, YouTube 1080. Et donc là, ça c'est un preset, donc tout va s'ajuster automatiquement. Assurez-vous que le export vidéo est là. S'il y a de l'audio, vous pouvez mettre l'export audio. S'il n'y en a pas, vous pouvez le décocher. Et donc, vous laissez par défaut le vidéo comme vous le mettez dans le fond à YouTube 1080 et vous pouvez décocher l'audio si vous n'en avez pas. Et donc là, vous n'avez pas besoin de retoucher à grand chose, mais sachez qu'en bas ici, vous avez toutes les options. Vous pourriez dire, ben moi je veux ci ou je veux ça. Vous pourriez tout ajuster en fonction. Et l'audio aussi, s'il y en a, vous pouvez dire, ben je veux utiliser un MPEG encoder. Donc c'est là que vous choisissez tous les encodeurs, la compression et le type de résolution, etc., les paramètres de votre vidéo. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez vérifier en bas, ici, vous avez la séquence. Donc c'est une séquence qui dure, dans ce cas-ci, 9 secondes 15. Donc par défaut, il va aller choisir ce qu'il y a, tout votre métrage. Il y a d'autres modes. Vous pouvez dire ici, sequence, vous voyez, c'est sequence in and out. Il y aurait d'autres façons, on y reviendra, pour dire « Ah, non, choisis juste une partie » ou tout ça. Mais pour le moment, ça va être bon comme ça. Et donc, quand vous êtes prêt, vous faites « Export ». Oh, pardon, j'ai oublié un petit détail. Vous n'oubliez pas de le nommer ici. Donc, vous cliquez sur le « Output Name » en bleu. Et je vais aller sur mon desktop, dans mon temp, et je vais le faire dans « Sortie ». Et je vais l'appeler cours 3, MP4, puis je vais mettre même un V1. OK, donc là, je vais faire « Export ». Et là, il va aller m'exporter mon truc. Donc maintenant, si je vais sur mon desktop, dans Sortie, j'ai un petit vidéo de ça. Donc, c'est ce que vous allez me remettre comme exercice pour le prochain cours. Et comme je vous dis, faites ça pas long. Faites-moi pas une affaire de... C'est des petites séquences d'1 ou 2 secondes, là, puis vous m'en mettez 5. Donc, ça devrait durer entre 5 à 10 secondes. OK? Donc, c'est juste pour être sûr que vous avez bien compris comment ça fonctionne dans Premiere. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été attentif et d'avoir regardé aussi les liens que je vous ai donnés en pièces jointes ou les liens qui mènent à des vidéos informatives et techniques. On se revoit au prochain cours. Bye!